Bonjour à toutes et à tous et grand merci de nous rejoindre à ce webinaire organisé par l'AT2E et l'ADEME et consacré à la décarbonation de l'industrie. Alors, quand on pense décarbonation de l'industrie, il faut d'abord penser efficacité et sobriété énergétique, bien sûr, mais aussi valorisation de chaleur fatale, énergie thermique renouvelable, telle que la biomasse par exemple, modification du mix énergétique avec l'électrification possible des procédés, modification du mix matière, recyclage ou utilisation d'intrants alternatifs, et enfin captage, stockage et utilisation de CO2. Donc en fait, tous ces leviers sont indispensables à l'atteinte des objectifs très ambitieux que la France s'est fixés à travers la stratégie nationale bas carbone, à savoir moins 35% en 2030 et moins 80% en 2050. Rappelons également que l'industrie, c'est environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc avec l'ADEME, nous avons eu l'occasion de vous présenter déjà plusieurs outils, plusieurs instruments d'aide à la décarbonation de l'industrie. Aujourd'hui, on va être centré exclusivement sur Décarb Inde et Décarb Inde Plus. Donc pour introduire en fait cette matinée, je vais passer la parole à la DGE, Edgar Tilly de la DGE, qui va introduire le sujet et ensuite ce seront les experts de l'ADEME qui prendront la suite. Donc Edgar, je pense que vous n'avez pas de caméra, mais vous avez un micro. Tout à fait. Tout à fait. Un grand merci, Daniel, pour cette introduction. Et malheureusement, je tiens à m'excuser, on n'a pas réussi à faire démarrer cette webcam, mais j'essaierai d'être le plus didactique possible et le plus lent. Je pense que vous entendrez tout de même mon sourire sans voir malheureusement mon visage. Bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous savoir aussi nombreux ce matin pour cette présentation des appels à projets Décarbin et Décarbin Plus, comme expliquait Daniel. Pour me présenter très brièvement, je suis en charge au sein de la Direction générale des entreprises avec l'ensemble de l'équipe qui traite des sujets de décarbonation de l'industrie, des soutiens publics à la décarbonation de l'industrie et en particulier des soutiens aux grands projets, donc nécessitant une aide supérieure à 30 millions d'euros. En guise d'introduction, je ne vais pas revenir en détail sur le fonctionnement des appels à projets Décarbin et Décarbin Plus qui vont vous être présentés par les équipes de l'ADEME et par Valentin notamment. Mais je vais vous présenter brièvement les objectifs du gouvernement en matière de décarbonation de l'industrie, la méthode mise en place depuis 2020 et les prochaines étapes pour atteindre ces objectifs. Donc, vous le savez, je pense, le président de la République a fait de la planification écologique une priorité du nouveau quinquennat qui s'est ouvert en 2022. Cette priorité se traduit en un objectif concret pour l'industrie. Cet objectif, il est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre industriels en 10 ans et atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément à nos engagements européens. Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place donc une méthode et des financements importants. La méthode d'abord, elle a consisté à établir des feuilles de route de décarbonation avec notamment les 50 sites industriels les plus émetteurs du pays et l'ensemble des filières industrielles. Donc entre novembre 2022, donc la date d'annonce de cette méthode, et juin 2023, chaque site industriel sélectionné a élaboré une feuille de route précisant les projets de décarbonation envisageables pour concrétiser cet objectif. Ces feuilles de route ont permis en fait d'identifier les conditions de succès des projets, les bons leviers à mettre en place, notamment en termes de soutien à l'investissement et d'aide publique nécessaire. Elles ont mis au jour aussi le besoin d'accès en infrastructure adéquate, infrastructure de transport de carbone ou de stockage par exemple, mais aussi les besoins d'accès à l'énergie décarbonée. Ce travail s'est donc clôturé cet été et a permis de concrétiser à la fois la volonté des grands sites industriels, des filières à s'engager sur des trajectoires de décarbonation ambitieuses et la volonté de l'État de soutenir ces efforts par des appels à projets compétitifs permettant de sélectionner les meilleurs projets, notamment via les 2 appels à projets qui vous seront présentés en détail par l'ADEME. Les financements publics maintenant, ils se sont considérablement accélérés depuis 2020, d'abord avec le plan France Relance, puisque 1,2 milliard d'euros ont permis de financer plus de 200 projets, environ 240 projets
de décarbonation des procédés, d'amélioration de l'efficacité énergétique, de déploiement de chaleur bas carbone dans l'industrie. Et ça a permis de réduire déjà les émissions de l'industrie de 4,7 millions de tonnes de CO2 par an. Avec France 2030 aussi, donc les financements s'accélèrent puisque 5 milliards d'euros ont été budgétés pour rendre possible le déploiement de solutions à la fois éprouvées, mais aussi de solutions technologiques plus innovantes pour les sites notamment les plus émetteurs. Et donc c'est l'objet de ces deux appels à projets, l'appel à projet Décarbinde et l'appel à projet Décarbande Plus, qui est en fait une extension pour les sites les plus émetteurs et pour les projets les plus ambitieux. Je ne serai pas plus long. J'aimerais juste, en guise de dernier mot, évoquer les prochaines étapes de l'accompagnement public de la décarbonation de l'industrie. Donc, comme je vous le disais, l'ADEME va vous présenter l'appel à projet Décarbinde. Pour certains, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais aussi et surtout l'appel à projet Décarbinde Plus, qui a été ouvert en juin et dont la première relève aura lieu en décembre. Cet appel à projet a vocation à financer des projets de décarbonation particulièrement ambitieux et nécessitant des financements supérieurs à 30 millions d'euros. Cet appel à projet, en fait, n'est qu'une première étape d'un soutien plus pérenne à la décarbonation des grands sites industriels. Sans rentrer trop dans le détail technique, cet appel à projet va être autorisé sur la base d'un régime d'aide d'État temporaire relatif à la guerre en Ukraine et qui ne permettra pas en fait de soutenir des projets après décembre 2025. Donc, par conséquent, il ne permet pas de donner de la visibilité dont vous avez besoin, dont les industriels ont besoin pour mettre en place des projets. Or, on sait que c'est absolument crucial quand vous préparez des projets d'investissement, vous avez besoin d'avoir une visibilité à 5 ans ou plus. Donc, c'est ce sur quoi on travaille. Donc, on travaille actuellement sur un appel d'offres compétitif de plus long terme qui vous donnera une visibilité avec pour objectif de le mettre en place dans le courant de l'année 2024 et qui suivra peu ou prou les lignes de Décarbone Plus, mais qui sera du coup un appel à projet de plus long terme qui pourra exister sur plusieurs années à partir de 2024. Voilà les quelques grandes lignes que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je laisse la parole à l'ADEME et à Valentin. Merci Edgar, du coup pour cette introduction. Paul, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc aujourd'hui, ça va se faire en 3 temps, enfin 4 en comptant l'introduction. On va évoquer le lancement de Pacte Industrie juste avant d'attaquer donc les descriptions plus en détail des appels à projets Décarbone 23 et Décarbone Plus. Et donc sur la slide suivante, vous allez avoir un petit panorama donc des différents dispositifs en cours côté ADEME. Donc schématiquement, il y a 4 grands blocs. Un premier bloc en haut à gauche en jaune qui concerne les études et les accompagnements. Il y avait notamment l'appel à projet ZIBAC. Je pense que certains en ont eu vent, donc qui est aujourd'hui clos. Par contre, il y a Pacte Industrie, donc on va présenter juste après, qui concerne donc tout ce qui est aide aux études et accompagnement, aide à la décision. En bas à gauche, donc c'est un bloc sur tout ce qui va être soutien à la R&D, à l'innovation. Pour ceux qui seraient intéressés, notez qu'il y a une relève le 16 octobre sur les appels à projets IBAC PME et demi-bac, donc qui peuvent soutenir vos projets d'innovation. Là, ce qu'on va vous présenter bien en détail, on est plutôt sur du déploiement avec de l'aide au CAPEX, donc c'est le bloc en haut à droite qui concerne Décarbone 23 et Décarbone Plus. Paul, je pense que tu peux lancer les différents budgets. Donc 125 millions d'euros pour Décarbone 23, sachant qu'il y a déjà eu 300 millions d'euros de subventions pour l'appel à projet Industrie Zéro Fossile, qui est aujourd'hui clos, et comme ce qu'avait évoqué Edgar, 1,2 milliard d'euros pour le fonds de décarbonation de l'industrie. Donc ça, c'était à l'époque du plan de relance. Et enfin, un dernier bloc qui aujourd'hui est toujours en cours de réflexion et qui concerne le soutien à l'industrialisation. Donc, par exemple, soutenir la production de nouvelles technologies décarbonantes. Donc,
ça peut être des pompes à chaleur, des fluides frigorigènes très bas PRG, voilà, ce genre de choses. Donc il y a eu à l'époque de France Relance un AP qui s'appelle, donc AP, excusez-moi, c'est appel à projet. Donc un appel à projet Solimbac, aujourd'hui clos, et il y a toujours des discussions en cours pour un nouvel AAP. Donc si jamais les informations sortent, on communiquera ça sur les différents réseaux et canaux. Voilà donc pour ce rapide panorama. Donc je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous présenter Pacte Industrie et ses différents composants. Merci Valentin. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Salle, je suis chef de projet stratégie bas carbone pour le programme Pacte Industrie. Donc Pacte Industrie, c'est un nouveau programme d'accompagnement et de montée en compétences pour la transition énergétique et la décarbonation des industriels. Donc il vise à enclencher vraiment un changement d'échelle dans l'engagement des industriels dans la planification de leur transition écologique. C'est un programme qui est coporté par l'AT2E et l'ADEME. C'est un programme C2E donc qui est financé sur 3 ans, 2023-2026, et qui a un budget de 49 millions d'euros. Donc, il a 2 volets, ce programme. Il a un premier volet sur la formation, donc la montée en compétences des collaborateurs au sein des industries, donc avec la formation de 2700 acteurs sur différents programmes de formation. Et le deuxième volet, donc c'est des accompagnements. Donc des accompagnements, ça peut être des études, du conseil, du coaching sur 1700 sites ou groupes industriels. Donc là, pour planifier à la fois la transition énergétique des sites industriels, mais aussi planifier plus globalement les stratégies de décarbonation des groupes industriels. Donc c'est un programme C2E, donc il a un objectif d'économie d'énergie attendu de 1 à 2 TWh économisés par an, qui est équivalent à environ 70 à 120 millions d'euros par an d'économie sur les factures énergétiques des industriels. Comment se positionne Pacte Industrie dans le parcours de décarbonation des industries? Donc il y a 4 grandes étapes en général pour un parcours de décarbonation d'une industrie. Tout d'abord, on commence par des audits, puisque sans audit, on n'a pas d'état des lieux, donc avec soit des audits énergétiques, soit des audits donc de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, où il existe certaines aides aujourd'hui, soit au sein de l'ADEME, soit par BPI France, pour faire réaliser ces différents audits. Ensuite se situe le programme Pacte Industrie, donc qui est vraiment une démarche de structuration de votre démarche justement sur 3 volets, à la fois l'énergie, le management de l'énergie, à la fois vos stratégies de décarbonation et à la fois le financement de vos projets. Donc là, on est vraiment sur un programme donc, de montée en compétences, de structuration, d'identification de l'ensemble des projets qui peuvent être menés sur vos sites industriels. Ensuite, vous pouvez effectuer des études de faisabilité sur certains projets qui auront été identifiés lors de Pacte Industrie, par exemple. Puis, on passe derrière aux investissements. L'objectif final de Pacte Industrie, c'est vraiment d'engager les industriels vers des investissements d'efficacité énergétique et de décarbonation. Et donc, qu'est-ce que c'est globalement? Qu'est-ce que propose Pacte Industrie? C'est un programme qui regroupe des programmes qui étaient déjà existants, notamment vous connaissez peut-être ProRéféi, ACT, ProSMEN, et qui est complété par des nouveaux accompagnements qui ont été expérimentés lors d'une expérimentation qui s'appelle Expedit. C'est un parcours multimodal à la carte, c'est-à-dire que chaque industrie choisit la formation, l'accompagnement, l'étude qu'il souhaite et qui répond à ses besoins. Ça peut être fait dans un parcours global, comme ça peut être fait vraiment dans une démarche très particulière. Il est adapté à la maturité de chaque industrie et donc vous pouvez le prendre là où vous en êtes et pour continuer à construire votre démarche de décarbonation. Donc, il est sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le management de l'énergie, donc avec un volet formation avec ProRéféi pour structurer votre démarche énergétique. Et cette formation, elle cible prioritairement les référents techniques énergie sur vos sites industriels.
Il y a aussi un accompagnement possible sur ce volet énergie. Ce sont des études d'opportunité d'évolution du mix énergétique. Donc, c'est au périmètre d'un site industriel et ces études d'opportunité vont permettre d'identifier l'ensemble des actions qui sont possibles en termes d'efficacité énergétique, d'évolution de votre mix énergétique et adaptées à votre process industriel. Donc, ces études-là sont effectuées par des bureaux d'études qui ont été référencés et formés par l'ADEME sur une méthodologie développée par l'ADEME. Ensuite, il y a le volet stratégie. Donc, le volet stratégie s'appuie sur une méthodologie qui s'appelle ACT, qui a été développée par le CDP et l'ADEME. Donc, avec à la fois un volet formation pour faire monter en compétence vos collaborateurs, notamment les dirigeants et responsables RSE, sur cette méthodologie-là. Et puis, un accompagnement qui est une mission de conseil effectuée également par des bureaux d'études qui sont formés et référencés par l'ADEME sur votre stratégie et votre trajectoire d'investissement bas carbone. Donc, cet accompagnement, il va vous permettre de définir votre stratégie et votre plan de transition associée et de définir des trajectoires d'investissement en se basant sur tous les projets qui ont été identifiés sur vos sites industriels pour vous décarboner. Donc, à l'issue de cet accompagnement, vous aurez une vision très large et très exhaustive de l'ensemble des projets qui peuvent être menés sur, si on parle de scope de bilan carbone, scope 1, scope 2 et scope 3 de votre bilan carbone. Et donc, ces études se font au périmètre du groupe industriel. Il y a également un volet évaluation de votre stratégie. Donc là, c'est par exemple pour des industries qui sont un peu plus matures, qui ont déjà construit une stratégie de décarbonation. Donc, Acte Évaluation va vous permettre d'évaluer votre stratégie de décarbonation au regard des accords de Paris et de proposer un plan d'action complémentaire si jamais les objectifs ne sont pas atteints. Et enfin, il y a un dernier volet qui est le volet financement. Donc, ce volet n'est pas encore disponible, il sera disponible au premier semestre 2024. Mais ce volet financement, il a pour but d'identifier les leviers de financement associés au projet concret de vos sites pour permettre de passer à l'action justement, d'identifier les arguments aussi associés à ces projets-là pour enclencher les financements et aller chercher des financements. Donc, il sera aussi composé à la fois d'une formation et d'un coaching sur projet d'investissement. Donc voilà, vous avez l'ensemble de ce que propose Pacte Industrie. Toutes ces informations sont aussi disponibles sur le site Agir pour la transition de l'ADEME. Et puis, vous pouvez nous contacter aussi à pacte.industrie@adem.fr. Et je suis là aussi pour répondre à vos questions. Peut-être qu'on a 5 minutes pour répondre à vos questions en live et ensuite dans le chat. Emmanuel, il y avait une question sur les bureaux d'études, la liste des bureaux d'études en fait, qui ont été sélectionnés par l'ADEME. Alors, la liste des bureaux d'études, effectivement, donc on a lancé un appel à candidature qui a été clos en mai dernier, qui a permis de référencer des bureaux d'études sur les différents accompagnements qui sont disponibles. Donc aujourd'hui sur le volet énergie et le volet stratégie. Et la liste de ces bureaux d'études est disponible sur le site Agir pour la transition. Donc, il y a de la page de dépôt des demandes d'aide que vous devez connaître. C'est les mêmes pages de dépôt pour l'ensemble des appels à projets ou des demandes d'aide. Et ici, vous retrouvez un fichier Excel avec l'ensemble des bureaux d'études qui sont référencés pour Pacte Industrie. D'accord. Si vous permettez, je vais apporter aussi quelques compléments pour dire que Pacte Industrie donc, vise bien l'industrie. Donc, ça veut dire les codes NAF qui sont sur une liste définie, donc essentiellement l'industrie, contrairement à ProSMEN qui pouvait dans le passé également concerner les collectivités territoriales, par exemple. Donc ProSMEN a redémarré dès le 1er janvier dans Pacte Industrie, donc avec ce nouveau périmètre. Et sur le site pro-smen.org, vous avez aussi tous les documents pour vous inscrire et également la liste des codes NAF en question. Et puis peut-être préciser que ProRFI est un programme donc, qui va se terminer maintenant et basculer dans Pacte en début d'année. Donc vous avez encore la possibilité aujourd'hui de vous inscrire sur tous les stages qui sont affichés dans le cadre de ProRFI avant qu'il bascule dans Pacte.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois, il y a d'autres questions, notamment sur les financements. Effectivement, je ne l'ai pas évoqué. Donc, il y a des financements à la fois sur les volets formation et sur le volet accompagnement. Sur le volet formation, c'est pris en charge à hauteur de 40 à 80% en fonction de la taille de votre entreprise. Et sur le volet accompagnement, il y a des financements à hauteur de 50 à 70%, donc avec des plafonds selon les études, les accompagnements réalisés. Vous retrouverez toutes ces informations en détail sur le site Agir pour la transition. Mais voilà, c'est des méthodologies qui ont été développées, qui sont très cadrées. Donc, il y a un plafond pour chaque étude et sur cela, on applique 50 à 70% selon si vous êtes une TPE, PME ou ETE grand groupe. Il y a également quelques questions sur les prérequis, par exemple, avant la formation. Effectivement, on vous demande d'avoir fait, par exemple, un audit énergétique obligatoire si vous êtes soumis avant de démarrer la formation. Par contre, il y a une question sur le fait de, si on est déjà ISO, est-ce qu'on peut faire les autres modules? Il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire que tout ça, comme vous l'avez dit, on peut entrer un peu par tous les côtés. Je précise quand même que l'aide Pro-SMEN, c'est uniquement pour la première fois, c'est-à-dire lorsqu'on met en place le management d'énergie pour la première fois, et non pas si, par exemple, on avait arrêté et qu'on revient, à ce moment-là, ça ne marchera pas pour avoir une deuxième fois l'aide en question. Effectivement, comme j'ai dit, le tertiaire n'est plus concerné directement, sauf quelques codes NAF. C'est pour ça qu'il faut regarder bien la liste, puisqu'on a admis qu'un certain nombre de codes NAF tertiaires qui ressemblaient à de l'industrie pouvaient également bénéficier de pacte industrie. Donc là, il y a une liste très précise à regarder. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Je pense qu'on tourne autour de l'éligibilité, effectivement, éligibilité, donc c'est code NAF, et sinon, donc code NAF industriel, vous retrouvez la liste sur le site Agir pour la transition. Et les prérequis pour les accompagnements. Donc, chaque accompagnement a des prérequis spécifiques. Par exemple, pour un accompagnement sur le volet étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique, on a besoin d'avoir un audit énergétique préalable. Et pour les accompagnements plutôt sur les volets stratégie de décarbonation, ça sera plutôt des bilans carbone, des bilans d'émissions de gaz à effet de serre qui seront des prérequis obligatoires pour pouvoir se lancer ensuite dans une stratégie. Tout ça est décrit plus en détail. Et puis, si ça vous intéresse, d'autres webinaires seront organisés spécifiquement sur Pacte. Et n'hésitez pas à nous contacter. Je crois que je vais laisser la parole pour pouvoir continuer et répondre aux questions directement dans le chat. Absolument, absolument. De toute façon, la T2E et l'ADEME vont organiser des colloques en région dans les semaines qui viennent, et puis des webinaires également par région dans les semaines qui viennent, avec plus de temps pour expliquer Pacte Industrie dans le détail. Voilà, donc je pense qu'effectivement, merci Emmanuel. On va peut-être passer la parole Merci à vous. À l'ADEME pour Décarb Inde. Merci Emmanuel. Bonjour à tous, merci Emmanuel pour cette présentation. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Paul Germain et je suis chef de projet décarbonation à l'ADEME sur le site d'Angers. Ce qu'on va vous présenter maintenant, eh bien, c'est l'appel à projet Décarb Inde 2023. Alors pour cet appel à projet, il y a déjà eu une relève en juin et vous aurez l'occasion de vous positionner sur la deuxième relève qui se clôturera le 12 décembre 2023. Le budget de cet appel à projet est de 125 millions d'euros. Vous pourrez retrouver très bientôt le cahier des charges et les pièces obligatoires en ligne sur le site Agir pour la transition. Voilà. À savoir, puisque certains d'entre vous ont peut-être déjà regardé le cahier des charges de la précédente relève, il y a très peu de modifications sur le nouveau cahier des charges. Sur le fond, on a peu de changements. On garde la même cible et les critères et la méthode de sélection est sensiblement identique. En revanche, il faudra bien se référer au volet technique et technico-financier de cette nouvelle relève. Ça, c'est important. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet,
on va parler maintenant du processus de sélection des projets. Donc la première étape, lorsqu'on reçoit les dossiers, c'est qu'on va venir vérifier que le projet respecte bien les critères d'éligibilité. C'est la présélection. Il faut savoir que tout simplement, si le projet ne respecte pas ces critères, eh ben, il sera exclu un peu d'entrée de jeu. Ces critères, vous pouvez les retrouver bien sûr dans le cahier des charges et dans le volet technique. Je vais ici vous les présenter rapidement. Alors, on a une première catégorie de critères qui vont être des critères financiers. Donc, cet appel à projet Décarbone 2023, il s'adresse à des projets dont le CAPEX dépasse les 3 millions d'euros et dont l'aide demandée est inférieure à 30 millions d'euros. Par ailleurs, aucun travaux ne doit avoir été engagé avant la demande d'aide, c'est-à-dire pas de commande passée avant le dépôt de dossier. Également, le porteur ne doit pas être classé en difficulté. Voilà. Sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, on a mis un seuil minimal et donc cet appel à projet s'adresse à des projets qui peuvent faire un abattement supérieur à 1000 tonnes de CO2 par an. Pour les procédés concernés, donc c'est-à-dire ceux qui utilisent des énergies fossiles type charbon-fuel, il faudra fournir un plan de sortie de ces énergies-là. Dans la même fibre, il faudra, et cela pour tous les projets, fournir une feuille de route de la trajectoire de décarbonation du site aux horizons 2030 et 2050. Par ailleurs, si la demande d'aide est supérieure à 10 millions d'euros, il faudra également fournir une évaluation de la trajectoire de l'entreprise de type ACT évaluation. Donc, typiquement, ce que vous a présenté Emmanuel sur la présentation Pacte. Autre critère d'éligibilité, la maturité des projets. En effet, on s'adresse là à des technologies déjà matures qui peuvent être déployées rapidement et assurer un abattement immédiat des gaz à effet de serre. Au niveau des critères qu'on va également regarder, on a le respect de l'environnement. C'est-à-dire que, et ça paraît un peu évident, on ne financera pas de projets qui causeraient des préjudices importants à l'environnement. Ces critères, ils sont regroupés sous le sigle DNSH, Do Not Significant Harm. Dernier point, il faut évidemment respecter la cible des thématiques éligibles que je vais vous présenter par la suite. Mais avant cela, on va faire un petit point sur le nouveau RGEC, c'est-à-dire la réglementation européenne sur laquelle s'appuie l'appel à projet Décarbone 2023. Et il faut savoir que ce RGEC a eu une révision en juin qui restreint fortement les opérations impliquant des usages de combustibles fossiles. Donc ne sont plus éligibles pour toutes les thématiques de décarbonation, les opérations d'installation ou de remplacement d'équipements de combustion de ressources fossiles. Ce qu'on entend par là, c'est par exemple des chaudières gaz, fours gaz, sécheurs gaz. Quand bien même ils auraient une efficacité énergétique bien meilleure, on ne sera pas en mesure de les financer. En revanche, il est autorisé d'installer des composants additionnels qui permettent une décarbonation sur ces équipements de combustion de ressources fossiles. Par contre, ces projets d'ajout de composants additionnels ne pourront pas amener à une augmentation de la capacité de production, ni à une augmentation nette de la consommation de combustibles fossiles. Donc, c'est les deux conditions pour pouvoir ajouter ces composants. Au niveau des thématiques éligibles au dispositif, donc la cible de notre appel à projet, on a comme première thématique tout d'abord l'efficacité énergétique. Donc typiquement des équipements énergétiquement plus performants, encore une fois hors équipement de combustion fossile. On pourra également financer la récupération de chaleur fatale ou la valorisation de combustible fatal dans le cas où ça ne serait pas la seule brique du projet. Puisque si c'est l'unique brique du projet, eh bien à ce moment-là, il faudra plutôt s'adresser au fonds chaleur. Deuxième thématique, la modification du mix énergétique,
notamment l'électrification d'un procédé industriel. On pense par exemple au four électrique, RMV, pompe à chaleur, chaudière électrique. Encore une fois, pas de changement de combustible fioul lourd ou gaz ou charbon vers du gaz naturel, interdit par le RGEC. Troisième thématique, la modification du mix matière. Donc tout ce qui va être de l'efficacité matière ou de l'utilisation de matières premières et de réactifs alternatifs. Donc le recyclage, par exemple, entre typiquement dans cette catégorie-là. Seront également éligibles les opérations qui amènent à une réduction d'autres gaz à effet de serre que le CO2, tels que le CH4, N2O ou HFC, les systèmes frigorifiques par exemple, un remplacement de fluides frigorigènes rentre dans cette catégorie. Dernière thématique, le captage, stockage et utilisation du CO2. Sont éligibles la séquestration et l'utilisation. Alors pour la séquestration, uniquement dans le cas où le projet se situerait dans un périmètre suffisamment proche d'une infrastructure de séquestration ou d'un projet déjà mature d'infrastructure de séquestration. Et pour ce qui est de l'utilisation, uniquement pour de la minéralisation. Pour continuer à cadrer un petit peu plus cet appel d'offres, je vais vous présenter ici quelques secteurs thématiques ou opérations qui sont typiquement inéligibles. Bien sûr, cet appel d'offres, il s'adresse à l'industrie manufacturière. Les activités tertiaires, agricoles ou BTP type chantier sont inéligibles et sont également inéligibles les unités de valorisation énergétique. Au niveau des thématiques inéligibles, il y en a une qui est assez importante, c'est la décarbonation des bâtiments. En effet, on ne peut pas financer, ou du moins ce n'est pas l'objet de cet appel à projet, de financer du chauffage ou de la climatisation de bâtiments, à l'exception de contrôle d'atmosphère vraiment qui serait nécessaire au procédé. Encore une fois, on se ressente toujours vers le procédé. Également inéligibles, les opérations de captage et d'utilisation du CO2 autres que la minéralisation, on en a déjà parlé, ou le changement de combustible fioul charbon vers du gaz, inéligible évidemment. On passera rapidement sur les autres. Un autre point qui est quand même important, c'est la cogénération hors combustible fatal, qui est également inéligible. En ce qui concerne les opérations inéligibles, on va avoir la mise en conformité réglementaire ou les opérations déjà commencées. Donc là, pour des problèmes d'incitativité, c'est des opérations qui seront inéligibles. Les opérations déjà éligibles à d'autres dispositifs de soutien ADEME, donc qui seraient éligibles au fonds chaleur ou à l'appel à projet H2. À ce moment-là, il faut se tourner vers ces appels à projets. Et enfin, les opérations éligibles qui seraient de type recherche et développement. À ce moment-là, encore une fois, il faut plutôt se tourner vers d'autres appels à projets de soutien à la RDI. Donc, pas de financement de démonstrateurs et prototypes. On s'adresse vraiment à des technologies, à des projets qui utilisent des technologies déjà matures. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Charlie qui va vous expliquer un peu la suite de ce processus de sélection. Bonjour à tous, merci beaucoup Paul pour cette présentation des critères d'éligibilité. Bon, très rapidement, je suis également chef de projet décarbonation au sein du service industrie de l'ADEME et comme tous mes collègues qui vont se succéder par la suite. Donc une fois que nous avons pu effectuer cette présélection, vient la deuxième phase où nous allons réaliser donc l'instruction de vos projets et ainsi nous allons pouvoir les classer. Donc pour faire ce classement, Paul, ouais, je peux avoir la slide suivante, parfait. Pour faire ce classement, pour ceux qui avaient l'habitude de nos dispositifs précédents, donc par exemple sur le plan France Relance ou sur Industrie Zéro Fossile, il y a une nouveauté. À savoir qu'auparavant, on se basait uniquement pour le classement sur une note technico-économique qui prenait en compte l'efficacité de l'aide publique. Aujourd'hui, cette efficacité de l'aide publique est toujours prise en compte via une note N1, mais ce n'est pas la seule. Donc, comme vous le voyez, on va classer vos projets avec une métanote N qui va être sur 100 points.
Et donc, on va avoir la première note N1 qui prend en compte l'efficacité de l'aide publique, qui va toujours être majoritaire avec 70 points qui seront attribués. Cependant, nous avons désormais une note N2 également qui va venir traiter de l'ambition de décarbonation de votre projet et qui est donc une note qualitative et qui sera attribuée sur 30 points. Cette note N2 que je vais détailler dans les slides suivantes est décomposée en deux sous-notes N2A et N2B. Et donc, j'attire tout de suite votre attention sur la formule de calcul de N, puisque les deux sous-notes N2A et N2B se multiplient l'une à l'autre. Obtenir une bonne note à ces deux sous-notes permettra vraiment à votre projet de se démarquer. Et j'insiste sur les deux notes, puisqu'elles vont être multipliées l'une à l'autre. Donc, on va regarder maintenant un petit peu plus en détail la première sous-note N1, qui donc se réfère à un critère technico-économique qui est l'efficacité de l'aide publique. Donc très rapidement, on voit notre formule de calcul de cette efficacité, qui est donc la somme des aides publiques demandées divisée par la performance de votre projet, donc c'est-à-dire les tonnes de CO2 équivalents qui sont évitées grâce à votre projet sur 20 ans. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. La première, c'est qu'on parle bien ici donc de la somme des aides publiques et non uniquement de l'aide ADEME qui sera attribuée sur le dépôt de ce projet. Donc, par exemple, si en parallèle, vous demandez une aide à votre région, eh bien, ça sera également pris en compte dans le calcul de cette efficacité de l'aide. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'on va prendre pour ce calcul une performance vérifiée par nos équipes lors de l'instruction. Et donc, on va venir tout simplement vérifier que la performance que vous nous annoncez nous semble cohérente en refaisant les calculs. Et nous allons, j'attire également votre attention sur le fait que il faut vraiment que vous nous communiquiez dès le dépôt du dossier un chiffre qui est le plus juste possible. Si jamais votre efficacité que vous nous avez déposée présente un écart supérieur à 20% par rapport à la performance que nous avons vérifiée, eh bien votre projet sera rejeté et il sera classé inéligible. Grâce à cette efficacité de l'aide publique, on va pouvoir calculer donc notre note N1 avec la formule que vous voyez ici apparaître. Et donc tout simplement, vous pouvez voir que l'efficacité est la seule variable dans cette formule et que donc lorsque votre efficacité tend vers 0, c'est-à-dire lorsque votre efficacité s'améliore, puisque une efficacité faible est performante, eh bien votre note N1 va tendre vers un maximum de 70. Attention, le facteur de 170 que vous voyez au dénominateur ici n'est absolument pas donc un objectif à atteindre. Au contraire, il faut s'en éloigner le plus possible et on peut raisonnablement dire que les projets qui seront sélectionnés présenteront des efficacités largement inférieures à 100 € par tonne de CO2 sur 20 ans. Enfin, dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention sur cette sous-note N1, c'est que donc votre aide demandée pourra également être révisée lors de l'instruction. Mon collègue Monsieur Jean reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Mais cependant, pour le calcul de notre note N1, c'est bien l'aide que vous avez demandée que nous allons prendre en compte. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement pour vous inciter à demander dès le dépôt de l'aide le juste montant et à ne pas surévaluer finalement le montant d'aide que vous nous demandez. On va maintenant regarder donc les deux sous-notes N2A et N2B en commençant donc par la sous-note N2A. Celle-ci est en quelque sorte une note d'ambition technologique de votre projet. Et donc, on va venir regarder si les technologies que vous pouvez intégrer sur votre site grâce à votre projet sont des technologies qui sont à la fois clés et ambitieuses, et j'insiste bien sur le « et », clés et ambitieuses pour la décarbonation de votre secteur. En annexe 2 du volet technique, vous pourrez trouver quelques technologies que nous avons listées, mais il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Donc, vous pourrez tout à fait, lors du dépôt de votre projet, nous argumenter du caractère clé et ambitieux de votre technologie. Pour donner juste quelques exemples, par exemple, des technologies typiquement qui seront valorisées via cette sous-note N2A sont des pompes à chaleur haute température avec des hauts niveaux de performance, donc c'est-à-dire des scopes supérieurs à 3,5 typiquement, et donc l'utilisation de fluides au pouvoir de réchauffement global très faible, inférieur à 150. On a également l'utilisation de fours 100% électriques qui pourra être valorisés. Là, j'attire votre attention sur le fait qu'on va tout de même regarder également
de quel secteur il s'agit. Donc par exemple pour les fours électriques, si vous êtes dans l'industrie du verre, on va considérer que l'installation d'un four 100% électrique est très ambitieuse et donc c'est quelque chose qui va être valorisé à hauteur de 5 sur cette note N2A. En revanche, si vous êtes dans le secteur de la sidérurgie et que vous nous présentez un projet d'électrification de votre cubilo, alors bien entendu, c'est quelque chose qui vous permettra de diminuer grandement vos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est somme toute quelque chose d'un petit peu plus classique qu'on a déjà beaucoup vu, et donc ça n'entraînera pas une note N2A de 5 points pour ce secteur. Et donc nous allons venir regarder pour votre projet l'ensemble des dépenses CAPEX, et selon le pourcentage de dépenses qui concerne une technologie clé, eh bien voilà, on va pouvoir ajuster notre note N2A de 1 à 5. On va maintenant s'intéresser à la sous-note N2B, qui est elle donc une sous-note de cohérence de votre projet au sein d'une trajectoire de décarbonation ambitieuse aux horizons 2030 et 2050. Dans un premier temps, je vous rappelle que donc la soumission de cette trajectoire de décarbonation aux horizons 2030 et 2050 est un critère d'éligibilité à notre appel à projet. Donc elle n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Et s'il n'y a pas de trajectoire de décarbonation au dépôt de votre projet, eh bien il sera tout simplement inéligible. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir regarder votre trajectoire de décarbonation et nous allons analyser si votre projet, premièrement, s'intègre dans cette trajectoire, bien entendu, et s'il permet de franchir une étape importante dans cette trajectoire, ou finalement une étape un petit peu plus, non pas annexe, mais mineure. Et donc, pour cela, nous allons par exemple regarder les tonnes de CO2 qui vont être abattues en pourcentage des émissions de votre site. Donc, si typiquement, votre projet permet d'abattre une quantité massive des émissions de gaz à effet de serre de votre site, donc typiquement une quantité supérieure à 50%, là c'est quelque chose qui va être valorisé très fortement et qui pourra entraîner une note maximum de 6 points à cette note N2B. En revanche, si votre projet, bien qu'il s'ancre dans votre trajectoire, ne permet qu'un abattement de 1 ou 2% des émissions de votre site, eh bien vous comprendrez que c'est donc une étape qui, même si elle peut être importante, est un petit peu plus faible dans votre trajectoire de décarbonation, et donc ça ne saura pas entraîner une note qui est maximale pour cette sous-note N2B. Et donc voilà, encore une fois, cette note N2B va venir se multiplier à la note N2A, et donc avec un maximum de 5 points et de 6 points, cela pourra faire une note maximum pour la sous-note N2 de 30 points. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Valentin Jean, qui va vous parler donc maintenant de la vérification des niveaux d'aide que vous avez demandé. Merci Charlie, du coup, pour tout ce point sur la notation des projets. Donc une fois que les projets sont classés, il reste une dernière étape avant la sélection, qui est la vérification du niveau d'aide et notamment en fait le plafonnement de ces niveaux d'aide. Donc si on va à la slide suivante, en fait il va y avoir deux types de plafonnement. Le premier qui est lié à la proportionnalité de l'aide, et le second que je présenterai par la suite qui est lié au contrôle de surrentabilité. Donc au niveau de la proportionnalité de l'aide, en fait on va utiliser nous l'assiette des coûts éligibles, donc qui est égale à la différence entre les dépenses éligibles et le coût du scénario contrefactuel. Donc les dépenses éligibles, enfin plutôt les dépenses non éligibles, donc c'est toutes celles qui ne vont pas participer à l'augmentation du niveau de protection de l'environnement. Et en plus, certaines dépenses un peu spécifiques sont précisées comme étant inéligibles dans l'annexe 4 du volet technique. Donc là, une fois que les documents seront en ligne, vous pourrez vous y référer. Et de l'autre côté, donc le scénario contrefactuel, en fait, ça correspond au projet que vous feriez si vous aviez pas de possibilité d'obtenir une aide d'État. Donc c'est un projet de moindre envergure environnementale, mais c'est quelque chose voilà, que vous feriez une solution de secours, on va dire. Et donc cette différence des dépenses éligibles moins coût du scénario contrefactuel va nous donner une assiette des coûts admissibles. Donc Paul, tu vas pouvoir voilà, activer les deux. Et encore une fois, tu peux encore appuyer pour faire apparaître le deuxième point. Donc sur cette assiette des coûts admissibles, je vais venir qu'on va pouvoir appliquer un taux d'aide. Par contre, deux points importants. Donc attention, hors les dépenses d'études, si vous dépensez
faites des commandes d'équipements, etc. avant de déposer votre demande d'aide, le projet dans sa totalité sera inéligible. Donc ça, faut être très conscient de cette chose-là. Le respect de l'incitativité de l'aide n'est plus réalisé, et c'est l'un des principes fondamentaux des aides d'État, de l'octroi des aides d'État. Donc là, soyez très vigilants là-dessus. Il faut déposer un projet avant d'enclencher des dépenses. Et vous allez voir, on va se répéter plusieurs fois, mais donc le classement étant déjà fait, si l'aide ADEME elle est baissée, ça ne jouera pas sur le classement. Ça vous permettra de grimper quelques places au classement. Donc c'est pour ça qu'on se répète, mais il est essentiel pour vous de demander le juste montant d'aide, c'est-à-dire le montant d'aide nécessaire pour vous, mais pas forcément d'essayer de demander plus, car souvent ça ne va pas vous aider à être sélectionné. Donc à la slide suivante, donc on a notre assiette des coûts admissibles, donc ce que je vous ai écrivé précédemment, et en fait sur cette assiette des coûts admissibles, donc on applique un taux d'AN qui est défini par le règlement européen, qui dépend à la fois de votre taille de l'entreprise et de la thématique de votre projet. Efficacité énergétique, modification du mix énergétique, mix matière, captage, stockage, CO2. Donc voilà, donc différents taux qui vont en fait plafonner le montant net. C'est-à-dire que c'est pas la peine de demander plus puisque ça sera automatiquement abaissé. Par contre, bien évidemment, vous pouvez demander moins dans l'optique d'être plus compétitif vis-à-vis des autres projets. À noter que vous pouvez également majorer ce montant, ces taux d'aide si vous êtes en zone AFR. À la slide suivante, donc merci. Donc à cette slide-là, en fait, on va faire un petit focus sur les scénarios contrefactuels. Donc, les scénarios contrefactuels, c'est quelque chose qui, pour ceux qui ont déjà déposé dans d'anciens dispositifs de Carbone, c'est quelque chose qui a toujours été demandé. Ils ont un petit peu évolué dans leur définition suite à la révision donc, du règlement européen. C'est une révision qui a eu lieu cette année. Donc c'est un petit peu plus précis les façons dont on peut calculer, estimer le coût d'un scénario contrefactuel. Et donc je vous inviterai tous, une fois qu'il sera publié, à aller vraiment regarder l'annexe 3 du volet technique, puisqu'il y a différentes formules qui rentrent en compte. Donc là, je vais vous présenter 3 types de scénarios contrefactuels. Il y en a même un quatrième, il y en a même un quatrième qui est dans l'annexe du volet technique, mais là je vais pas l'évoquer. Donc là, le premier scénario contrefactuel qui est disons le plus classique, par exemple, vous remplacez donc une chaudière gaz par une chaudière électrique, donc, bon projet. Le scénario contrefactuel, ça serait de mettre en place, d'estimer le coût d'une chaudière gaz classique qui est standard sur le marché. Donc voilà, ça pourrait être la première possibilité de scénario contrefactuel. Globalement, nous, c'est celle que l'on préfère, tout simplement parce que juridiquement, c'est la plus robuste. Deuxième possibilité, donc votre projet, en fait, vous le faites dès maintenant parce qu'il y a des possibilités de financement, enfin d'aide, de subvention, mais sans subvention, en fait, vous le feriez dans 4, 5, 6 ans. Du coup, là, c'est un autre type de scénario contrefactuel qui peut être mis en place. C'est-à-dire que le scénario contrefactuel est en fait le même scénario que le projet que vous prévoyez de faire. Simplement, comme il est décalé dans le temps, avec l'actualisation des coûts, le coût du scénario contrefactuel ne sera pas le même que celui de votre projet. Typiquement, on a vu ce type de projet lorsqu'on a reçu des projets pour remplacer des fluides frigorigènes avec des PRG très hauts, des pouvoirs de réchauffement globaux très hauts, par des PRG plus bas, donc notamment en vue de la F-gaz et de l'année 2030 qui serait une année un peu clé dans cette loi, puisque les restrictions sur les fluides frigo seront bien plus importantes. Et enfin, dernier scénario contrefactuel qu'on va présenter ici, c'est un scénario donc d'opération de maintenance. Donc en fait, votre projet consiste à remplacer par exemple une ligne de production, mais en soi, donc vous allez faire des gains de CO2 grâce à ça. Mais en soi, votre ligne de production, elle fonctionne encore assez bien, et donc sans aide, en fait, vous continuerez juste avec la ligne de production actuelle. Par contre, vous aurez forcément des coûts de maintenance. Donc là, il faut savoir que c'est sur 10 ans que ces coûts de maintenance sont calculés, et référez-vous de nouveau donc à cette annexe pour voir les différentes formules vous permettant d'estimer le coût de la maintenance. À noter quand même que c'est des scénarios contrefactuels qui peuvent être tous challengés
par nos instructeurs à l'ADEME, notamment pour les scénarios contrefactuels de maintenance, car on peut être très sceptique sur de la maintenance d'équipements qui ont plus de 40, 50 ans et qui ont déjà beaucoup de mal à fonctionner tel quel. Donc voilà un petit peu pour les scénarios contrefactuels, donc ce qui vous permet de calculer votre assiette des coûts et ensuite d'appliquer un taux d'aide. Maintenant, le deuxième plafond de l'aide concerne tout ce qui est la surrentabilité. Donc on a deux modes de contrôle pour vérifier bien qu'il y a une absence de surrentabilité. Le premier mode concerne les demandes d'aide inférieures à 15 millions d'euros, le second pour les demandes d'aide supérieures à 15 millions d'euros. Donc pour le premier mode, on raisonne avec un temps de retour brut de 4 ans après aide. Donc voilà, ce raisonnement avec un TRB, temps de retour brut, on l'a déjà appliqué les années précédentes. Là, la seule différence, c'est qu'on va actualiser les coûts liés aux gains énergie, matière, CO2, gains ou au contraire surcoût. Donc, ce que vous pouvez voir dans la petite formule qui est explicitée, donc au numérateur, on prend en compte votre CAPEX auquel on soustrait tout ce qui est aide ADEME, C2E et autres aides publiques. Et au dénominateur, donc on va appliquer la somme actualisée dans le temps, donc des gains énergie, matière et ETS. Sachant que on raisonne sur les 4 premières années, enfin les 48 mois glissants après la mise en service de l'installation. Et en fait, donc ce ratio TRB, donc, qui est issu de la formule, doit être supérieur ou égal à 1. S'il est inférieur à 1, on considère que la rentabilité en moins de 4 ans est atteinte, et donc du coup que l'aide doit être abaissée pour obtenir une rentabilité de 4 ans minimum. Donc voilà pour ce premier raisonnement, donc qui peut aussi plafonner l'aide. Pour le second, donc là on va analyser un plan d'affaires que vous allez devoir fournir. Et juste avant de passer à la slide suivante, pour rappel, si l'aide est diminuée suite à ces contrôles de surrentabilité, ça ne modifie pas votre classement. Donc pour le plan d'affaires, donc là c'est pour les projets avec une forte demande, une très grande demande d'aide. Donc là on analyse un plan d'affaires. Ce plan d'affaires, donc il sera sur une durée de 15 ans auquel on y ajoute la durée de construction. On applique pour tout le monde un WACC de 12%, donc le WACC qui est le coût moyen pondéré du capital, qui en fait représente votre taux de rentabilité. Et dans le plan d'affaires, vous allez devoir détailler et justifier les différents coûts et recettes. Donc les coûts d'études, de CAPEX, les recettes ou coûts pour tout ce qui concerne énergie, matière, CO2, également les recettes issues des ventes, etc. Le but de l'analyse de ce plan d'affaires, c'est en fait de réussir à calculer une valeur actuelle nette, donc une vanne du projet, et d'ajuster l'aide ADEME en fonction de cette vanne. Point important, la vanne du scénario contrefactuel est considérée comme nulle. Mais donc du coup, si la vanne en fait doit être inférieure ou égale à 0. C'est-à-dire que si avec une aide ADEME, vous avez une vanne qui est supérieure à 0, l'aide sera diminuée afin d'obtenir une vanne nulle. Et si dans le cas où en fait sans aide ADEME, vous avez toujours une vanne strictement supérieure à 0, on considère que le projet est rentable sans aide et le projet sera alors rejeté. Même chose, pas de changement du classement si l'aide est revue à la baisse via ce contrôle de rentabilité. Et donc pour terminer, dernier point, donc il y a un renforcement de la mise en concurrence qui est dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus la mise en concurrence sera prégnante dans les dispositifs. Et donc, même si on a assez de budget, par exemple avec une relève un peu plus petite ou alors des gros budgets, même si on a assez de budget, au maximum 80% des projets présélectionnés pourront être sélectionnés. Donc voilà, d'où l'intérêt de présenter un projet le plus compétitif possible. Voilà, donc prochaine date de relève le 12 décembre 2023. Les dossiers donc complets, clairs, ambitieux, avec une demande d'aide optimisée. Vous retrouverez de toute façon ces slides, les slides seront distribués par la T2E, donc vous pourrez retrouver facilement les contacts ADEME et poser vos questions sur l'adresse mail. Et donc le cahier des charges et les pièces obligatoires seront bientôt en ligne sur le site agirpourlatransition.ademe.fr.
Et donc, je vais maintenant passer la main. Alors oui, non, on va d'abord faire une petite étape de questions. S'il y a eu des questions un petit peu redondantes ou celles qui ont, voilà, qui méritent des éclaircissements à l'oral, je veux bien soit Daniel ou alors Charlie, Paul, Lucas, si vous avez des choses Si passées. tu veux, Valentin, peut-être repréciser l'aspect cumulable avec les C2E et comment les C2E sont éventuellement pris en compte dans les calculs. Il faut le redire à l'oral. Donc les C2E sont bien cumulables avec les aides ADEME. À noter que les C2E, c'est une aide un peu particulière qui n'est pas considérée comme une aide publique. Et donc il n'y a pas ce problème de taux d'aide maximum atteint en cumulant C2E et aide ADEME, par exemple. Voilà. Les C2E ne sont pas considérés comme une aide publique. En revanche, les C2E sont bien pris en compte dans le calcul, dans le contrôle de la surrentabilité. Ce que vous voyez notamment dans la formule sur le ratio TRB, au numérateur, on prenait bien en compte les C2E. Donc voilà, mais aucun souci pour faire une demande de C2E en parallèle de votre demande d'aide au dispositif. J'ai envie de dire aussi pour certains thèmes qui sont apparus comme le froid, le chauffage des bâtiments, etc., il y a des fiches C2E. Donc, de toute façon, il existe quand même des dispositifs déjà qui peuvent aider les industriels dans ce domaine-là, hein, très clairement. Alors, j'aimerais rapprocher peut-être trois questions. Il y avait une question biogaz, il y avait une question, enfin biométhane, une question syngaz et une question biochar. Voilà, il y a eu trois réponses. Est-ce qu'on peut les rapprocher un petit peu pour la Ok. compréhension peut-être de ça? Alors, règle générale, on ne va pas subventionner des unités de méthanisation, de pyrogazéification, etc. Ça, c'est la règle générale, puisqu'il existe d'autres dispositifs déjà dédiés à cela. Ce que l'on peut envisager, alors, on aide l'adaptation d'équipements pour accueillir, alors, notamment du syngaz, biogaz, bon, normalement, on n'a pas forcément besoin d'adapter les équipements, mais imaginons. On peut, voilà, nous, en tout cas, aider les adaptations d'équipements pour accueillir ces différents gaz ou du biochar. Il y a une autre chose, normalement, qu'on a un petit peu précisé à l'écrit, c'est donc en ce qui concerne les biochars, on a déjà vu passer des projets où le biochar permettait de remplacer notamment de la houille en tant qu'intrant matière. Donc je précise, là, tout est le mot matière et toute son importance, ce n'était pas un combustible. Dans ce cas-là, effectivement, on peut envisager un soutien. Néanmoins, ça reste globalement des projets à la marge, donc la règle générale, c'est plutôt actuellement ce type de projet n'est pas éligible. Or, donc tout ce qui est adaptation d'équipement. Néanmoins, si vous avez donc des projets qui prennent en compte du biogaz, du syngaz ou du biochar, le mieux c'est de contacter directement les instructeurs en région pour leur détailler un peu plus le projet et voir s'il y a des pistes d'éligibilité. Si on n'a pas du côté de Decarband 23, potentiellement il pourrait en avoir sur d'autres dispositifs. Donc, ça vaut toujours le coup de présenter vos projets aux instructeurs de l'ADEME. Tout à fait. Il y a une question aussi qui demandait s'il y avait des exemples de projets. Il me semble qu'on a déjà fait de la publicité sur un certain nombre d'exemples qui ont été validés dans le passé, non? Oui, bien sûr. Le gouvernement donc communique à chaque fois des listes de lauréats. Il y a un petit paragraphe de présentation des projets. Donc vous pouvez retrouver ça je pense qu'une simple recherche Google en tapant lauréat Decarband vous permettront d'accéder aux différents communiqués de presse du gouvernement. Après, en type de projet, donc c'est un petit peu tout ce qu'avait expliqué Paul lorsqu'il avait décrit les différentes thématiques éligibles, donc de l'efficacité énergétique, de la récupération de chaleur fatale, de l'électrification, passer d'un four gaz à un four électrique, des modifications du mix matière. Donc, on a déjà vu, par exemple, pour les cimentiers, en injectant plus d'argile calcinée, ce qui leur permettait de ne pas produire de clinker, qui est le produit très polluant. On a déjà vu l'incorporation de ferraille dans l'industrie sidérurgique, l'incorporation de verre recyclé dans l'industrie du verre. Donc voilà, c'est très varié. Après, en ce qui concerne des projets de
de capture ou d'utilisation de capture, stockage ou utilisation de CO2. Bon, on n'en a pas encore reçu parce que c'est tout nouveau. Après, voilà, on a précisé que pour l'utilisation, c'est uniquement la minéralisation qui est possible. Pour le stockage, et il faudra du coup être dans des zones où il y a des projets matures d'infrastructure. Là, on n'a pas de détails de projet car c'est tout nouveau dans le cahier des charges. C'est depuis juin. Alors, il y avait aussi pas mal de questions en disant qu'en est-il des petits projets, quoi, éventuellement des cartes flash, etc. Oui, donc, ouais. Donc aujourd'hui, on n'a pas plus de réponses qu'en juin dernier, c'est-à-dire que c'est en cours de discussion. Voilà, il y a beaucoup de sujets sur la décarbonation de l'industrie, comment accompagner les très gros projets qui permettront une décarbonation en profondeur, comment accompagner des petits projets qui vont pas décarboner en profondeur, mais qui vont aider tout un réseau, un maillage, un tissu industriel très conséquent également. Donc pour l'instant, c'est toujours en cours. Actuellement, donc Descartes Flash n'est pas relancé, mais il y a des discussions. Si c'est relancé d'une façon ou d'une autre, bien évidemment, vous serez mis au courant. Donc, pour des plus petits projets, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt vers les C2E qu'il faut se rapprocher. Il y avait une question aussi sur la précision. Est-ce qu'il faut des devis déjà très précis quand on présente son dossier? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, des devis très précis, nous on aime bien, on va pas se mentir, parce que on est sûr que on est plutôt sûr que le dossier est solide. Après, évidemment, c'est jamais simple, hein, entre le moment où vous allez finalement réaliser le projet et le moment où déposer de l'aide, il y a un espace temporel. Il faut quand même des estimations de prix, ça c'est sûr. Il faut des estimations de prix. Après, c'est vous qui prenez le risque. C'est-à-dire que si vous annoncez des prix trop hauts, vous prenez le risque que vous n'arrivez pas à justifier tous ces coûts une fois le projet réalisé, et donc l'aide sera forcément diminuée. Et si vous annoncez des prix trop bas, comme il y a un taux d'aide qui est affecté au niveau des dépenses de l'assiette éligible, forcément vous ne pourrez pas nous prétendre à autant d'aide. Donc voilà, c'est plutôt à vous d'estimer. En tout cas, nous effectivement, le dossier est forcément renforcé si on voit qu'il y a des devis précis. Est-ce qu'on peut donner Oui, peut-être une dernière question et après je pense qu'on va devoir enchaîner pour la suite. J'avais juste une question qui était finalement qu'est-ce qu'on imagine comme délai de réponse ensuite pour l'instruction de tous ces dossiers, quoi. Donc là, les projets qui ont été déposés en juin, on aura des premières vagues de lauréats qui devraient être annoncées d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, je pense que voilà, c'est avoir en tête 6 mois pour des communications officielles. C'est une bonne durée. Après, évidemment, des fois, ce qui peut arriver, c'est que les communications officielles peuvent prendre un peu de temps parce que voilà, il faut avoir un certain volume de projets pour communiquer. Mais les porteurs de projets individuellement, on peut les prévenir que leur projet a été validé. Enfin, on peut les tenir au courant des différentes validations d'étapes du projet. Donc, voilà. Mais 6 mois, voilà, globalement, il faut avoir en tête 6 mois. Merci, je crois il y a beaucoup d'autres réponses qui ont été faites par écrit, je crois. Parfait. Et bien du coup, on va pouvoir passer à la suite, donc à présenter Descartes plus. Donc, je vais passer la main à Lucas et vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes quand même. Il y a quelques vraies différences, mais pas mal de similitudes avec Descartes 23. Ouais, et donc on va juste intervertir rapidement nos places suite à un problème technique. Donc, bonjour à tous. Merci Valentin pour cette présentation, fin de présentation de Descartes 2023. Donc nous allons dorénavant vous présenter le nouvel projet Descartes plus, dont la date de relève est prévue pour le 12 décembre 2023. Et donc pour rappel, le cahier des charges et l'ensemble des pièces obligatoires pour constituer le dossier de candidature sont accessibles sur le site Agir pour la transition de l'ADEME. Alors, pour vous présenter quelques éléments de contexte à l'origine de cet appel à Descartes plus,
Donc, il faut tout d'abord savoir que un texte juridique appelé ETCT, encadrement temporaire de crise et de transition, a été publié par l'Union européenne en mars 2023 en réponse à la crise ukrainienne et à l'Inflation Reduction Act américain. Donc, ce texte concerne des mesures temporaires d'aide d'État qui seront en vigueur jusqu'à fin 2025. Et donc, elles sont à distinguer, à différencier du RGEC, le Règlement général des sanctions par catégorie, qui lui est un texte juridique sur lequel s'appuie l'appel à projet Décarbone 2023, alors que Décarbone Plus, lui, s'appuiera sur ce nouvel encadrement temporaire de crise et de transition, et notamment sur sa section 2.6, qui traite plus précisément de la décarbonation des procédés industriels. Et à terme, cette base pour Décarbone Plus sera remplacée par la création d'un nouveau dispositif notifié sous les lignes directrices de la Commission européenne. Donc, quelques grands points. Non, Paul, tu peux revenir en arrière. J'avais pas totalement fini. Donc, quelques grands points notables de cette base pour Décarbone Plus, de cet appel à projet Décarbone Plus. Le montant d'aide demandé pourra aller jusqu'à 200 millions d'euros. Et au niveau de la performance de décarbonation, des projets ambitieux seront attendus avec soit au moins 40% d'abattement de gaz à effet de serre direct au périmètre du projet. Donc par direct, on entend, par émissions de gaz à effet de serre direct, on entend bien sûr les émissions de catégorie 1, anciennement scope 1. Ou alors les projets devront économiser au moins 20% d'énergie, toujours au périmètre du projet. Et pour les installations ETS, les intensités carbone post-projet devront être meilleures que leur référentiel associé, que le benchmark EU-ETS. Et une contrainte de temps s'ajoute également. La mise en service des projets devra être effective au plus tard 36 mois, c'est-à-dire 3 ans après la signature du contrat. Voilà, Paul, tu peux passer la slide. Donc, nous allons présenter la première étape du processus de sélection des projets, qui n'est autre que la présélection, où on regardera où on analysera de manière détaillée les critères d'éligibilité des projets. Donc, à noter, tu peux passer un petit peu, Paul, parce qu'il y a des animations, que les critères d'éligibilité sont majoritairement très similaires à ceux de Décarbone 23, mais il y a quand même des différences notables, des nouveautés pour l'AAP, l'appel à projet Décarbone Plus. Donc à noter que les CAPEX doivent être supérieurs ou égaux à 50 millions d'euros. Et l'aide, comme je l'ai dit précédemment, pourra monter jusqu'à 200 millions d'euros, l'aide demandée. Et autre différence que j'ai déjà mentionnée au niveau de la performance attendue, il est attendu moins 40% d'abattement de GES direct, d'émissions de gaz à effet de serre direct au périmètre du projet, ou au moins moins 20% de consommation d'énergie au périmètre de projet toujours. Et je le rappelle également pour les installations ETS, l'intensité carbone post-projet doit être meilleure que le benchmark EU-ETS. Donc sinon l'ensemble des autres critères d'éligibilité sont identiques, excepté pour les thématiques éligibles. Donc tu peux passer à la slide suivante. Merci Paul. Donc au niveau des thématiques éligibles, on retrouve comme pour Décarbone 23 la thématique de l'efficacité énergétique, à la seule différence que les équipements les équipements de remplacement qui seront énergétiquement plus performants pourront à la rigueur éventuellement fonctionner au gaz, mais sous des conditions bien strictes qui sont que le porteur de projet devra démontrer de manière claire et très détaillée
qu'il n'existe pas de solution alternative technico-économique viable sans combustion fossile. Voilà. Autre nouveauté par rapport à Décarbone 23, pour la deuxième thématique qui concerne la modification du mix énergétique, la combustion de l'hydrogène renouvelable ou de l'hydrogène électrolytique bas carbone est éligible, mais selon des conditions bien strictes et définies clairement dans le cahier des charges que je vous invite à consulter, sachant que les définitions d'hydrogène renouvelable et d'hydrogène électrolytique bas carbone sont précisément données par le texte juridique de l'ETCT de l'Union européenne, par l'encadrement temporaire de crise et de transition. Et enfin, dernière grande thématique d'éligibilité, la modification du mix matière, qui, nouveauté également, ne concerne que la thématique de l'hydrogène. Donc, une adaptation des procédés pour usage matière de l'hydrogène renouvelable ou pour usage matière de l'hydrogène électrolytique bas carbone pourra être éligible, ainsi que l'usage matière de dérivés d'hydrogène renouvelable. Et enfin, donc, pour ce qui est des secteurs inéligibles et des opérations inéligibles, elles sont exactement identiques à celles de l'appel à projet Décarbone 2023. En revanche, il y a quelques nouveautés concernant les thématiques inéligibles. Donc, comme je le rappelle, il ne sera pas possible d'investir dans des installations de combustibles fossiles, sauf s'il est vraiment démontré par le porteur que l'absence de solution, sauf s'il est démontré l'absence de solution technico-économique viable sans combustible fossile. Et la production d'hydrogène et de dérivés d'hydrogène ne sera pas non plus éligible. Pour rappel, cet appel à projet a pour vocation d'aider à l'adaptation des procédés industriels pour l'usage d'hydrogène ou de dérivés d'hydrogène, mais pas pour la production. Et enfin, autre nouveauté, dernière nouveauté, il ne sera pas possible de financer des installations d'équipements de production de chaleur à partir de biomasse, comme des chaudières ou des fours. Et nous vous invitons dans ce cas-là, si vous aviez des projets de ce type, à vous tourner vers le fonds chaleur de l'ADEME, qui propose des aides en ce sens. Et maintenant, je vais laisser la main à nouveau à mon collègue Valentin, qui va vous présenter les étapes ultérieures du processus de sélection des projets, à commencer par l'étape de vérification de la performance et de notation des projets pour établir le classement des projets. Bon, désolé pour tous ces petits problèmes techniques, mais c'est la dernière fois qu'on fait le changement. Du coup, donc, au niveau du classement des projets, donc, vous allez voir, c'est assez simple, car ça va être très, très semblable à Décarbone 23. Donc, si on va sur la nouvelle slide, Paul, donc, ce que vous voyez, c'est on est identique en termes de notation des projets à Décarbone 23, c'est-à-dire qu'on a une note sur 100 points qui elle-même est basée en deux sous-notes, donc une qui est liée à l'efficacité des aides publiques sur 70 points, et la note N2 donc évalue sur 30 points, qui elle relie à la fois ambition technologique et pertinence du projet vis-à-vis de sa feuille de route. Voilà, donc ça permet de classer ça permet de donner une note à l'ensemble des projets donc sur 100 points. Plus le projet a une note proche de 100, mieux il sera classé. Donc voilà, pas de différence au niveau du classement. Et au niveau de la vérification de l'aide, il y a des choses identiques et d'autres choses un peu moins. Donc si on va à la slide suivante. Donc, en ce qui concerne la proportionnalité de l'aide, donc ce premier plafond d'aide, là, les choses sont différentes. C'est-à-dire que premier point essentiel, c'est que l'assiette des coûts admissibles sur Décarbone 23, c'était les dépenses éligibles moins le scénario contrefactuel. Aujourd'hui, il n'y a pas de scénario contrefactuel. Donc, on rappelle, tout cela, c'est dû au fait qu'on n'a pas les mêmes bases juridiques pour le dispositif Décarbone Plus par rapport à celui de Décarbone 23. C'est pour ça qu'en fait, on n'est pas soumis aux mêmes règles. Donc là, le scénario contrefactuel est nul et les
taux d'aide maximum que vous pouvez nous demander sont également différents. On est plafonné à 30% pour tout ce qui est efficacité énergétique et électrification. En revanche, on peut monter jusqu'à 60% pour tout ce qui va concerner l'utilisation d'H2 renouvelable ou électrolytique, bien évidemment. Et donc les dépenses qui ne sont pas éligibles, donc ça reste les mêmes, hein, celles qui ne participent pas à tout ce qui est augmentation du niveau de protection de l'environnement et celles qui sont précisées comme étant inéligibles dans l'annexe 3 du volet technique. Même de la même manière, attention à ne pas lancer des dépenses avant la demande d'aide, hors tout ce qui est dépenses d'études, car ça rendra la globalité du projet inéligible. Et comme sur des Carman 23, si l'aide ADEME ici est baissée, de toute façon, le classement est déjà fait, donc ça ne nous permettra pas de monter au classement. Ça aurait juste moins d'aide que ce que vous avez demandé. Au niveau du contrôle d'absence de surrentabilité, là on est identique, totalement identique à ce qui se faisait sur des Carman 23. Identique, c'est-à-dire par rapport au projet qui demandait une aide supérieure à 15 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est sur l'analyse du plan d'affaires du projet. Donc voilà, les durées du plan d'affaires sont identiques, même WACC et même demande de détail des coûts et des recettes. Donc je ne vais pas plus m'attarder dessus, voilà, c'est identique à ce qu'on a présenté tout à l'heure. Deux choses maintenant quand même vis-à-vis de la sélection. Donc le budget final alloué pourra être réduit suivant la quantité de projets déposés, parce que du coup, comme on est sur des très gros projets, en fait, les différences de montant d'aide demandé au global peuvent être très importantes suivant s'il y a un ou deux projets qui déposent ou qui ne déposent pas. Donc voilà, ça attention, le budget final pourrait être réduit. Et là où sur des Carman 23, c'était un maximum de 80% des projets éligibles qui pourraient être sélectionnés, ici ça ne sera que 75%. C'est-à-dire que si on a 5 projets qui sont déposés à des Carman Plus, qu'il y en a 4 qui sont éligibles, même si on a assez de budget, seuls 3 d'entre eux pourront être sélectionnés, enfin pourront in fine obtenir une aide. D'où l'intérêt, encore et toujours, d'essayer au mieux de présenter des projets compétitifs. Et enfin, dernier sujet, l'ajustement de l'aide suivant le cas de contrôle. Donc, on ne l'a pas trop détaillé sur la présentation des Carman 23, mais parce que c'est plutôt du classique et que c'est surtout sur la Carman Plus où il y a une vraie différence. Donc, les 3 premiers points, donc si vous n'atteignez pas la performance sur laquelle vous êtes engagé, une fois que vous avez réalisé le projet, l'aide sera diminuée en fonction. Donc, une performance de 80%, vous n'obtiendrez que 80% de l'aide. Si vous avez des plans de sortie de charbon, fuel, et que vous ne les respectez pas, vous n'obtiendrez pas le sol. Pareil, si les C2E que vous avez demandé, que vous avez présenté dans le dossier, finalement vous en obtenez plus et que ça joue sur les contrôles de surrentabilité, l'aide pourra être diminuée. Ce qui est important à retenir, en plus de tout ça, c'est que quelque chose qui est très spécifique à des Carman Plus, c'est que les projets doivent être réalisés en 3 ans, à partir du moment où le contrat de financement est signé. Donc 3 ans, ce qui veut dire que si vous dépassez cette durée de 3 ans, donc qui est juridiquement imposée, l'aide sera diminuée d'un 20e pour chaque année supplémentaire de retard. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est important. L'idée de Décarbone Plus, ça se base sur un régime juridique temporaire. Donc, l'idée, c'est que les projets se fassent vite. Dernier point de cette slide, les éléments financiers devront être fournis à l'ADEME pour prouver la capacité du porteur à garantir et sécuriser donc, les différentes sommes dues en cas de défaillance du projet. Donc en fait, en gros, on demande des garanties soit type bancaire, soit maison mère, qui pourront être exigées pour les différentes étapes de versement de l'aide. Voilà pour cette slide, et donc une date de relève pour le moment qui est également le 12 décembre 2023. On exige la même chose pour les dossiers, complet, clair, ambitieux, avec une demande d'aide optimisée. Cette fois-ci, par contre, vous pouvez le voir en bas, donc le cahier des charges et les pièces obligatoires sont déjà accessibles. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil sur le site Agir pour la transition. Voilà, on en a terminé pour toute cette présentation.
Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires, donc plutôt axées sur Décarbone Plus, auxquelles on pourra répondre. Si tu veux, j'ai vu quelques questions rapides. Est-ce qu'un nouveau site est éligible à Décarbone Plus? Bah non, ça va être très, très compliqué dans le sens où, enfin, ça va être très compliqué parce qu'il y a l'augmentation de production est plafonnée. De mémoire, c'est à 2 enfin, l'augmentation, oui, c'est ça, l'augmentation de production et du coup des émissions est plafonnée à de mémoire 2 ou 3%. Donc en fait, un nouveau site, ou alors vous arrivez à justifier que c'est un site en remplacement d'un autre, mais sinon, globalement, ça n'a pas vocation à aider les négocies. Est-ce qu'il y a des aides un peu différenciées pour l'outre-mer ou bien est-ce que les taux d'aide dont on a parlé, c'est valable métropole et outre-mer? Ouais, c'est valable. Les taux d'aide sont valables pour métropole et outre-mer. En plus, il n'y a pas cette bonification AFR que l'on pouvait avoir sur des Décarbone 23. Donc, même taux d'aide. Il n'y aurait pas d'aide à l'OPEX envisagée dans tous ces Non, mécanismes. bah, ouais, non, là, on est que sur de l'aide au CAPEX. L'aide à l'OPEX, donc c'est ce qui avait été un petit peu évoqué par Edgar Tilly en début de webinaire. Elle pourrait arriver, mais plus tard sur des appels d'offres. Donc là, quand je dis plus tard, c'est sûr pas avant fin 2024 et peut-être même sans doute après. En fait, quand ça prendra la suite de Décarbone Plus, on pourrait envisager des aides à l'OPEX, mais sachez qu'il y a quand même des dispositifs qui se mettent en place, par exemple pour l'aide à l'OPEX H2 où il y a des réflexions qui sont en cours, il y a des réflexions pour des dispositifs de CCS, etc. Donc je ne sais pas si voilà, l'aide à l'OPEX sera vraiment uniquement, enfin c'est sûr que ce ne sera pas uniquement sur la suite de Décarbone Plus. Il y aura d'autres choses qui seront mises en place aussi. D'accord. Il y avait des questions sur la suite, notamment 2024, etc., mais on n'a peut-être pas encore de visibilité là-dessus. Bah non, malheureusement, on a réussi à obtenir une visibilité jusqu'à fin 2023, donc lorsque les premières annonces avaient été réalisées, je dirais courant avril pour Décarbone 23, et puis là, courant juin pour Décarbone Plus. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment plus de visibilité, à part que il y a quand même cette volonté de l'État de soutenir la décarbonation de l'industrie. Donc, il y aura de toute façon des dispositifs qui seront mis en place. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous dire si mi-2024, il y aura par exemple une nouvelle relève de Décarbone Plus. Malheureusement, on n'a pas encore l'information. D'accord. Bon, je crois que c'est la principale question qui n'avait pas de réponse. Je ne sais pas si côté ADEME vous en aviez d'autres. Bah, peut-être Charlie, si tu as vu quelque chose passer et que tu as envie de rebondir dessus. Alors, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont défilé, donc c'est pas forcément évident d'en retenir une seule. Alors, qu'est-ce qu'on a eu J'en ai pas une qui me vient en tête là tout de suite. J'ai vu si, pardon, tiens, une qui me semblait, une qui me semble peut-être pertinent de répondre à l'oral, une question sur l'adaptation des procédés pour l'hydrogène. Donc sur Décarb 1, on va bien prendre seulement en compte dans l'assiette éligible ces adaptations des procédés. En revanche, l'outil de production d'hydrogène pourra être aidé également par l'ADEME, mais donc via le dispositif dédié, qui est donc le dispositif Ecosys. Voilà. Donc c'est deux aides qui pourront être demandées en parallèle et qui sont tout à fait compatibles, mais en fait pour des raisons de compétences, puisqu'on n'est pas sur de compétences et d'expertise. Voilà, ce ne sont pas exactement les mêmes équipes au sein de l'ADEME qui s'en chargent, même si ce sont en fait nos collègues directs avec qui vous travaillerez également pour la production de l'H2. Donc. Ouais, donc pour Décarbone Plus, l'adaptation d'équipement pour la combustion d'H2. S'il y a un projet qui concerne plusieurs sites, c'est un dossier par site ou ça peut être un dossier global qui est présenté? Alors, en fait, en gros, je pense qu'il y a un peu les deux possibilités. En fait, ça va dépendre si les différents sites sont sous le même SIREN. C'est-à-dire qu'un site est défini par son SIRET. La décarbonation doit se faire à l'échelle du SIREN. Mais par défaut, je dirais quand même que c'est plutôt différents dossiers à déposer. Là-dessus, n'hésitez pas à reboucler avec les instructeurs en région. Mais je dirais, voilà, dans le cas général, ça serait sans doute plusieurs dossiers.
Il y avait une question sur les déchets, les incinérateurs de déchets, ils ne sont pas concernés. Non, non, alors les incinérateurs, de toute façon, c'est une rubrique juridique très, très particulière. Et de mémoire, il n'y a aucune aide d'État qui est possible pour pour aider les incinérateurs, car c'est censé être un modèle économique qui fonctionne par lui-même. Et donc, non, il n'y a pas d'aide d'État possible pour ce genre d'installation. Il y a des aides C2E, je dirais, sur la valorisation de chaleur fatale, par exemple, qui peuvent exister de façon plutôt d'opération spécifique, je dirais. Alors moi, j'ai pas noté trop d'autres questions répétitives sur Décarbone Plus. De toute façon, donc nous, on va remettre à jour la FAQ, donc en réutilisant les différentes questions. Donc il y avait déjà une FAQ qui était mise en ligne sur le site de la T2E suite à la relève de juin, et aux différents webinaires qui étaient associés. Donc là, on va la remettre à jour en fonction de vos différentes questions, et donc elle sera mise de nouveau en ligne. Et s'il y a des questions un peu particulières auxquelles on n'a pas pu répondre directement ici et qui sont trop particulières pour vraiment rentrer dans une FAQ, on vous répondra, on vous fera un retour directement par mail. D'accord. Je crois que vous avez largement insisté sur la qualité des dossiers qui étaient attendus, et notamment le fait que voilà, il fallait bien viser, ne pas se tromper sur l'économie de CO2 par exemple. Pour le classement, c'est important tout ça. Oui, ça peut avoir un Tout à impact fait. très fort. Et n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher des instructeurs en région. Ils sont disponibles pour justement vous leur présenter les projets, et ils pourront beaucoup vous conseiller sur comment un petit peu optimiser votre projet, dans le sens où voilà, ne pas avoir un dossier vraiment clair et complet, et ne pas justement risquer d'avoir des espoirs finalement douchés, parce que la façon dont vous avez monté le dossier ne correspond pas aux exigences de l'ADEME. Vraiment, on vous conseille très fortement de vous rapprocher des instructeurs donc en région. Donc vous pouvez avoir accès facilement à leurs contacts, soit dans les documents qui sont mis en ligne dans les annexes, soit directement en reprenant les liens dans les slides. Donc, prenez contact avec eux, présentez-leur vos projets, et ils pourront vous conseiller donc de comment bien monter un dossier, ou sinon, si en fait le projet n'est pas forcément axé sur Décarbone 23 ou Décarbone Plus, ils pourront aussi vous aiguiller vers d'autres dispositifs existants à l'ADEME. Oui, il ne faut pas oublier le BCIAT, le fonds chaleur, les C2E, enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'autres dispositifs qui sont utilisables. Je profite d'ailleurs pour dire que pour les C2E, il y aura un grand colloque en fin d'année, le 6 décembre à Paris, organisé par la T2E avec le ministère et l'ADEME. Et donc tout est en ligne, les cahiers des charges sont en ligne, la FAQ sera mise à jour comme vous l'avez dit, les slides et le replay vont vous être également envoyés comme ça a été dit. Donc je pense que normalement vous avez tous les éléments maintenant en main pour répondre à ces deux appels d'offres. Alors juste le cahier des charges de le cahier des charges de Décarbone 23 n'est pas encore en ligne. Ça sera mis prochainement dans les semaines qui viennent. Mais voilà, la nouvelle version avec les petites modifications, ce n'est pas encore en ligne. Mais dès que ça sera mis en ligne, de toute façon, on communiquera dessus. Effectivement, j'avais vu Décarbone Plus en ligne, effectivement, oui. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous souhaitez dire autre chose, ou est-ce qu'on peut conclure la réunion? Je pense que côté ADEME, c'est bon pour nous, donc on va pouvoir conclure. Écoutez, alors grand merci à tous les experts de l'ADEME, à la DGE et à tous les participants pour ce webinaire. Et puis bon courage maintenant pour vos dossiers, et à très bientôt pour d'autres réunions. Merci beaucoup Daniel, et nous tenions aussi à remercier la T2E pour l'organisation de ce webinaire. De rien, Merci à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt, bonne journée.